il faut que nous ayons de grands hommes d'affaires africains. Et pour cela, il faut qu'on puisse les accompagner à travers de la recommandation. Qu'aujourd'hui, pour nos pays, on a besoin d'avoir de vrais champions. Et pour cela, il faut de la volonté politique. Top Chrono, une entreprise qui fête ses 30 ans à l'époque, quand vous avez commencé. De quelles ressources disposiez-vous? Quand j'ai commencé, je n'avais quasiment pas de ressources. Il a fallu qu'effectivement j'obtienne de la part des membres de ma famille un accompagnement qui m'a permis effectivement de démarrer. Et c'est là que la notion de ressources est importante lorsqu'on veut créer une entreprise. Et je suis bien placé pour dire que le plus important, c'est pas la ressource. Les entreprises ont différents temps de vie. On dit souvent que les 5 premières années peuvent être compliquées. Quelles ont été les décisions les plus déterminantes que vous avez prises durant la première décennie? C'est ne jamais écouter les gens qui sont là à vous dire que c'est une mauvaise idée, parce qu'ils n'ont pas de monopole des bonnes idées. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ils n'ont pas expérimenté ce qu'ils considèrent être une mauvaise idée. Et puis, ils n'ont pas forcément été des entrepreneurs. Je pense que l'entrepreneur doit être courageux, doit avoir foi en son produit et surtout doit avancer à contresens. De quoi êtes-vous le plus fier au bout de 30 ans? Régis Facien, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ekolo. Comment allez-vous? Très bien, merci. Écoutez, je suis ravi de vous recevoir. Merci. 30 ans d'entrepreneuriat, c'est extraordinaire. Mais avant d'aller sur ce sujet, le Bénin vient d'accueillir, je ne sais pas, plusieurs centaines de milliers de personnes pendant quelques jours. Il y a d'abord eu en décembre le festival EYA de musique avec des musiciens extraordinaires. We Love EYA, exactement. Vous avez raison, We Love EYA. Et puis là, pendant 3 jours, du 8 au 10, les Vodun Days. Comment les avez-vous vécus? Vous savez, pour moi, c'est quasiment une obligation morale, je dirais, de participer de façon active au Vodun Days. D'abord, je suis béninois. Ensuite, je suis chef d'entreprise et de surcroît, je suis le premier vice-président du patronat du Bénin. En tant que béninois, chaque fois que il y a une tendance à promouvoir mon pays, à la valoriser, eh bien, je suis preneur. En tant que chef d'entreprise, chaque fois qu'il y a une situation qui permet de créer de la richesse, de créer des emplois, surtout pour nos jeunes, eh bien, là aussi, je suis preneur. Et en tant que premier vice-président du patronat du Bénin, eh bien, notre rôle, notre mission, notre mandat, c'est de veiller à ce que des performances macroéconomiques de notre pays puissent continuer à être toujours en avant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde le tourisme, peut-être qu'on a envie de le valoriser, ça participe naturellement à mettre en place une meilleure performance au niveau de nos données macroéconomiques, y compris même microéconomiques. Et lorsque je prends les Vodun Days, je pense que c'est un événement unique qui permet de valoriser notre culture, notre identité, et je pense véritablement que ça nous projette vers quelque chose d'assez inédit. Et nous devrions, en tant que Béninois, nous approprier de façon individuelle et de façon collective cet événement et faire en sorte que pour nos enfants, pour nos petits-enfants, ça devienne un rendez-vous incontournable dans nos programmes, de nos activités culturelles. Et je pense que véritablement, j'ai une fois encore participé à cet événement et je vous en parle presque la chair de poule, non pas parce que je suis le leader, mais parce que j'ai vécu des moments extrêmement forts et c'est à l'honneur de notre pays, c'est à l'honneur de nos concitoyens et je pense que nous devons nous approprier ce événement. Absolument, c'est quand même un coup de maître. Vous savez, la colonisation est passée depuis longtemps, mais l'esprit humain, l'esprit africain a eu très peur de ce qu'on appelle le vaudou. Très peur de ce qu'on a appelé, les Occidentaux ont appelé, labellisé la sorcellerie, alors qu'il n'y en a pas du tout de sorcellerie. Mais aujourd'hui, c'est mis en avant comme un élément culturel, un événement culturel. Qu'en pensez-vous? D'abord, je ne voudrais pas me substituer en spécialiste des questions religieuses, pas davantage, je ne voudrais rentrer dans une polémique qui aujourd'hui n'a pas d'intérêt. Tout ce que je sais, c'est que
tous les peuples du monde, toutes les civilisations du monde ont essayé de voir leur culture et leur identité. Et aujourd'hui, il est important pour les Africains, pour les Béninois, eh bien, de faire en sorte que nous puissions nous-mêmes valoriser notre culture, notre identité. C'est pas pour autant que le fait de vouloir promouvoir cela est synonyme de sorcellerie. Ça veut dire quoi la sorcellerie? Par définition, parlons-en. Mais ce qui est sûr, c'est que je considère que lorsque vous regardez les Indiens, les Chinois, les Européens, ils ont leur culture, leur tradition, leur identité. Et par rapport à cela, je pense qu'il était temps que nous, en tout cas en Afrique, en l'occurrence au Bénin, que nous puissions nous aussi reconnaître notre identité, travailler à la promouvoir. Et aujourd'hui, c'est ce que fait l'événement des Vaudondeuses. On n'est pas du tout dans une logique de culturelle, spirituelle ou religieuse. On est vraiment dans une logique je dirais, de mutualisation de nos forces et de faire en sorte que cet événement devienne un événement culturel, un événement de réconciliation de votre identité. Et véritablement, je pense que c'est la plus belle chose qui puisse arriver au Bénin depuis un siècle. Je pense que ce genre d'événement, ce genre d'idées, ce genre d'initiative, et je le dis en toute honnêteté intellectuelle, eh bien, on les promeut une fois tous les 100 ans. Et nous sommes très heureux d'avoir été vivants pour avoir connu ça. Absolument. Alors, parlons de bonheur, d'être vivant. Top Chrono. Ouais. Toujours vivant. Toujours vivant. Une entreprise qui fête ses 30 ans. Félicitations. Alors, vous êtes venu un peu tard, parce qu'on est en 2026. Tout à fait. Donc, ce qui veut dire que nous sommes en train de franchir le cap des 30 ans et nous amorçons les 31 ans. Tout à fait, voilà. Tout à fait, tout à fait. Alors, justement, dans ce passage de 30 à 31 ans, quel problème, à l'origine, avez-vous cherché à résoudre sur le marché? Il y a 30 ans ou il y a 30 ans. Il y a 30 ans. D'abord, j'étais jeune et je sortais d'école, je fais une école de commerce, celle de Grenoble, on ne peut pas la nommer, et j'avais une ambition particulière, c'était vraiment d'être entrepreneur. Et pour moi, c'était vraiment ma vocation. Autour de moi, j'avais des amis qui voulaient faire de la politique, qui voulaient faire de la finance. Vous savez, Michel Abimbola, c'est un ami, c'est un cousin, c'est un ami d'enfance. Il a toujours aimé faire de la politique. Serge Écouen, c'est un ami d'enfance. Il a toujours aimé faire de la finance. Donc, chacun, dans son couloir, avait une ambition. Moi, je voulais vraiment faire de l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que lorsque je suis rentré au Bénin, eh bien, j'ai estimé qu'il fallait absolument que j'aille au bout de mes ambitions. Et c'est comme ça que j'ai créé mon entreprise. Parce que je m'étais rendu compte qu'il y avait une grosse difficulté dans l'environnement à régler cette situation de distribution de courrier. Mais le problème auquel j'ai été confronté, c'est le problème de financement. D'accord? Et aucune banque ne voulait financer mon projet. Et puis il y a aussi le problème d'accompagnement du projet. Nous sommes dans un environnement où on n'est pas habitué à voir de l'entrepreneuriat. À part d'il y a 30 ans, peut-être que les choses ont changé aujourd'hui. J'espère que c'est en train de changer. Mais les gros problèmes auxquels on a été confrontés, c'était d'abord le financement, ensuite l'idée de devoir devenir entrepreneur, même l'accepter par son environnement familial et son environnement, je dirais, sociologique. Et en dehors de cela, il y a aussi la clientèle potentielle. Lorsque quelque chose est nouveau, on a beaucoup de difficultés à le proposer, à l'imposer à la clientèle potentielle, et il faut travailler. Il faut beaucoup travailler, il faut être résilient, et je pense avec beaucoup d'humilité que c'est ce que nous avons fait, et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir être assis en face de vous. Déjà que, pour vous faire une petite confidence, je vous observais déjà de loin, déjà à l'époque, et j'avais beaucoup d'admiration pour vous. Merci. Et je me disais, mais j'espère qu'un jour, je pourrai discuter avec cette personne, parce que je vous trouvais tellement loin en termes, je dirais, de management, que je me réjouis aujourd'hui de pouvoir discuter avec vous les 30 ans de Top Chrono. Merci beaucoup, merci. Et moi, je vous admire depuis toujours aussi. Merci. Et donc, c'est réciproque. Merci beaucoup. Au commencement, à quoi ressemblait le monde de la livraison de colis? Alors, nous étions en 95. Alors, il n'y avait pas de monde de colis, justement, il n'y avait pas de monde de livraison. Et pour la petite histoire, c'est un concept que j'ai créé de toutes pièces. À l'époque, personne n'était habitué à cela. Aujourd'hui, ça paraît complètement évident, complètement, je dirais, habituel. Mais à l'époque, ni au Bénin, ni au Togo, ni au Burkina, ni ailleurs, cette activité n'existait. On était habitué effectivement à l'expédition internationale, mais le domestique, la livraison door to door n'existait
n'existait pas. Donc, ça a été un concept qui répondait à un besoin particulier, à une époque bien particulière. Et ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, notre activité évolue d'année en année. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la digitalisation, il y a la numérisation, il y a tout un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui, le métier a changé, il a évolué. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de faire en sorte que chaque fois que nous franchissons une nouvelle étape dans le processus d'évolution des activités, nous serons toujours en mesure de répondre à la demande de notre clientèle, et c'est ce à quoi nous travaillons aujourd'hui. Je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. À l'époque, quand vous avez commencé, de quelles ressources disposiez-vous? Quand j'ai commencé, je n'avais quasiment pas de ressources. Il a fallu qu'effectivement j'obtienne de la part des membres de ma famille un accompagnement qui m'a permis effectivement de démarrer. Et c'est là que la notion de ressources est importante lorsqu'on veut créer une entreprise. Et je suis bien placé pour dire que le plus important, c'est pas la ressource. Le plus important, c'est l'idée, d'une part. Ensuite, avoir foi en son idée. Et ensuite, être résilient par rapport aux différents échecs qu'on va connaître dans le processus de la mise en place de son idée. Je pense que parfois les gens se trompent beaucoup en se disant qu'ils ne peuvent pas créer parce qu'ils n'ont pas les ressources. Non, je pense qu'il faut d'abord commencer à réfléchir sur l'idée, amorcer avec des petites ressources et en fonction de l'accompagnement de la clientèle, en fonction de la façon dont l'activité va évoluer sur le marché, eh bien, les ressources, on les a. C'est tellement vrai que quand j'ai commencé mes activités, qu'effectivement, ça a correspondu à un besoin pour l'ensemble de la population, je n'ai eu aucun mal, non seulement à trouver des ressources, mais aussi à trouver des partenaires techniques. Parce qu'après, mon métier s'est internationalisé. On a commencé par le domestique, après par le national et ensuite par l'international. Et quand on dit international, c'est les gros opérateurs que vous connaissez tous. Et on a été en mesure de nouer de gros partenariats avec eux. Ça nous a permis de nous implanter dans la plupart des pays de la sous-région. Et je suis vraiment persuadé, et ça je le dis pour les jeunes qui nous écoutent, et je les regarde dans les yeux pour leur dire que le plus important dans la notion de création d'entreprise, c'est pas forcément les ressources. Et aujourd'hui, les ressources, on sait les trouver, on peut les trouver, et il est beaucoup plus important de peaufiner son idée, de peaufiner son business plan et de faire en sorte que la demande de la clientèle corresponde à ce qu'on a envie de leur proposer. Vous avez certainement des anecdotes concernant les partenariats que vous avez passés avec les grandes entreprises, on les connaît, DHL, FedEx, etc. Alors je ne sais pas si ce sont celles-là ou d'autres, parce qu'il y en a tellement. Mais quelles sont les anecdotes qui vous ont marqué dans ces partenariats que vous avez passés, qui vous ont permis de passer à échelle, à l'international? Vous savez, alors, il y a une chose qui est évidente, c'est que on ne peut pas faire de l'entrepreneuriat sans l'accompagnement politique des pouvoirs publics. Et je me rappelle, lorsque j'ai commencé avec un gros opérateur américain, eh bien, un concurrent d'un autre pays a réussi à me prendre cette activité. Et il fallait que je me batte. Vous savez, j'ai fait une école de commerce. Durant les 30 années d'activité que j'ai mené la marque Top Chrono, c'est aussi parce que j'ai eu le soutien, j'ai eu l'accompagnement des différentes tendances politiques jusqu'à ce jour, et ça a permis effectivement non seulement de pérenniser l'activité, de continuer à créer de la richesse et de l'emploi, et surtout de m'internationaliser. Même lorsque vous voulez vous installer dans un pays, il faut des appuis politiques. Parce qu'on est dans une activité où, lorsque vous s'installez au Sénégal, moi je me rappelle quand j'ai voulu m'installer au Sénégal, le chef de l'État du Bénin de l'époque a demandé à son homologue de bien vouloir me recevoir. Et ça fonctionne comme ça parce que il faut que nous ayons de grands hommes d'affaires africains. Et pour cela, il faut, comme ce que font les Français, comme ce que font les Américains, il faut qu'on puisse les accompagner à travers de la recommandation. Et je voudrais vraiment dire qu'aujourd'hui, pour notre continent, pour nos pays, on a besoin d'avoir de vrais champions. Et pour cela, il faut de la volonté politique. Il faut un accompagnement politique parce que nos marchés sont tellement petits que si nous voulons nous développer dans nos micro-marchés, on n'arrivera jamais à devenir de grands hommes d'affaires. Et pour cela, sans les pouvoirs publics, on ne peut pas y arriver. Les entreprises ont différents temps de vie. On dit souvent que les 5 premières années peuvent être compliquées. Et ensuite, il y a une autre barre, 5 ans, etc. Quelles ont été les décisions les plus déterminantes que vous avez prises durant la première décennie? Alors, vous savez, c'est
c'est un peu comme la matrice du BCG, phase de lancement, phase de maturité, puis après phase de déclin. Je dirais pendant la phase de lancement, c'est-à-dire les 10 premières années, eh bien, la première décision, c'est d'abord bien m'enraciner au niveau local, au niveau domestique, faire en sorte que la plupart des Béninois puissent vraiment se familiariser avec mon activité et que dans le plus profond hameau du Bénin, que on puisse livrer des courriers top chrono ou des colis top chrono. Je pense que ça a été notre objectif pendant les 2, 3, 4 premières années. Ensuite, il fallait que nous comprenions que notre marché est relativement petit et que par rapport à ça, il fallait qu'on aille dans les autres pays. Donc, c'est ce qu'on a fait. On s'est installé ensuite au Togo, ensuite au Burkina, ensuite au Sénégal, ensuite en Côte d'Ivoire, ensuite au Niger, toujours avec le souci de mettre exactement le même principe, le même process. Vous savez, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que je crois en la qualité. Pour moi, la qualité, c'est écrire ce qu'on doit faire et faire ce qu'on a écrit. Et la chance que j'ai eue, c'est que je suis un ancien d'une école qu'on appelle maintenant l'UM Grenoble, et toutes les personnes dans cette école qui sont entrepreneurs ont toujours bénéficié de l'accompagnement de l'école. Et dans ce cadre, la Chambre de commerce de Grenoble à l'époque a mandaté des experts, des qualitéciens, pour venir m'écrire les procédures que devait régir le mode de fonctionnement de Top Chrono. Ah oui. Donc, dès le début, j'avais un manuel de procédure. J'avais des process que je devais suivre et je faisais simplement l'effort de les copier d'un pays à un autre. C'est pour cela que jusqu'aujourd'hui, lorsqu'on voit un coursier Top Chrono à Abidjan, à Lomé ou à Cotonou, c'est exactement la même chose. C'est tellement réjouissant qu'une fois, j'ai rencontré par hasard un Ivoirien qui a vu passer une voiture Top Chrono. Il a dit, tiens, ils ont le même au Bénin. Moi, je suis content parce que ça veut dire que dans sa tête, c'est une entreprise ivoirienne. Oui, c'est un peu comme ça que les choses fonctionnent. Et après ces 10 premières années, il fallait réfléchir sur comment consolider, c'est-à-dire la phase de maturité. Alors, pour moi, la meilleure façon, c'est de diversifier l'activité. Donc, on est passé de l'expédition domestique à l'expédition internationale. Et là, c'est un autre métier. C'est vraiment quelque chose de complètement différent. Et là-dedans, il y avait de très, très gros concurrents dont j'ai pas envie de citer les noms. Et il fallait affronter ces gros concurrents qui avaient des moyens colossaux. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé un partenariat avec un groupe qui s'appelait Saga, qui s'appelait Saga Express. C'est comme ça que je me suis ouvert sur le monde. J'ai commencé à proposer de l'international. Mais à l'époque, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas Internet. Alors, comment je faisais pour envoyer les LTA, pour envoyer des messages? Eh bien, il y avait ce qu'on appelait les AS400, c'est des gros ordinateurs. Et c'est à partir des AS400 de Saga que j'envoyais des messages dans les différents pays pour leur dire, voilà, sur le vol Air France de tel jour, il y a un groupage Top Chrono, allez, je le récupère à l'aéroport. Donc, ça a été très, très difficile. C'était une belle formation et ça m'a permis vraiment d'apprendre le métier d'expédition internationale. Et puis, au terme de cette période, il fallait vraiment, vraiment que nous puissions enraciner nos activités à travers le domestique, le national et l'international dans la plupart de ces pays où nous avons été implantés. Donc, ça a été vraiment la façon dont on a évolué pendant les 10, 15, 20 premières années. Et aujourd'hui, pour ne pas être dans la phase de déclin, il faut tenir compte de l'environnement, tenir compte des nouveautés du marché, tenir compte de l'évolution du marché et adapter nos services à l'évolution du marché. Quel parcours extraordinaire. Alors, on va parler d'un phénomène qui arrive régulièrement pour un entrepreneur, c'est quelle erreur vous a apporté la leçon la plus importante? Mais l'erreur à laquelle moi j'ai été la plus confronté, c'est ne jamais écouter les gens qui sont là à vous dire que c'est une mauvaise idée. Parce qu'ils n'ont pas le monopole des bonnes idées. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ils n'ont pas expérimenté ce qu'ils considèrent être une mauvaise idée. Et puis, ils n'ont pas forcément été des entrepreneurs. Je pense que un entrepreneur ne dira pas à un entrepreneur potentiel qu'il a une mauvaise idée. Parce que on ne sait jamais comment est-ce qu'une idée peut être acceptée, peut être perçue dans un environnement microéconomique. Et je pense que l'erreur à ne jamais commettre de la part d'un jeune entrepreneur, c'est de considérer comme parole d'évangile toute personne, y compris les banquiers,
qui viendront le voir pour lui dire, écoutez, votre idée n'est pas bonne, pensez à autre chose, allez dans l'administration travailler ou alors dans une entreprise travailler. Non. Je pense que l'entrepreneur doit être courageux, doit avoir foi en son produit et surtout doit avancer à contresens. Vous savez, j'ai un ami que j'aime beaucoup, s'appelle Adé Abimbola. Euh, Parfois, c'est quelqu'un qui me conseille énormément, qui m'a dit, tu sais, Régis, les entrepreneurs, vous avez aussi un côté suicidaire. Il faut avoir un côté suicidaire dans l'âme pour être entrepreneur. Et c'est vrai qu'effectivement, n'est pas entrepreneur qui veut. Et quand on choisit de l'être, il faut aller au bout et surtout avoir une capacité de résilience très très forte. Et par rapport à cela, eh bien, il faut avoir une certaine vision et aller au bout de la vision qu'on a. Vous avez sûrement beaucoup appris au fil des ans. J'apprends tous les jours. J'imagine. Comment votre style de management, votre style de leadership a-t-il évolué au fil de la croissance de l'entreprise? Vous savez, le style n'est pas le même, suivant que les choses évoluent, les choses s'améliorent et se concrétisent dans l'activité. Au début, il faut être extrêmement rigoureux, il faut être extrêmement attentionné par rapport aux détails, et puis ensuite, il faut être un peu plus indulgent, et puis après, il faut accompagner. Je pense véritablement que à chaque étape de l'évolution de l'entreprise, on doit adapter un mode de management. Mais ce qui est sûr, c'est de faire en sorte que, quelle que soit l'étape et quel que soit le mode de management, il faut que l'écoute soit toujours la règle principale. Et moi, je pense que je me fais le devoir de toujours écouter, de fédérer autour de moi, eh bien, l'ensemble des idées de mes, j'aime pas trop le thème collaborateur. Moi, je pense beaucoup plus à mes collègues qu'à mes collaborateurs, parce que je considère que sans eux, je n'aurais pas existé, et sans eux, je ne serais pas ici en train de parler de 30 ans d'entrepreneuriat. Bien sûr. Alors, quand je vais à Paris, je regarde les bureaux de poste que je connaissais il y a même 40 ans et 50 ans, qui ont totalement changé, qui sont totalement révolutionnés. Aujourd'hui, le métier de postier qui existait avant n'est plus le même. On n'a pas de postiers qui viennent, très peu de postiers qui viennent déposer des lettres dans les boîtes à lettres. Mais la question, c'est autour de l'innovation, de l'évolution. Comment le secteur de la livraison a-t-il évolué ces 30 dernières années, ici au Bénin, en Afrique Alors, il y a deux choses. D'abord, quand vous parlez de la France, c'est pas du tout le même contexte. Bien sûr. Les choses ne sont pas du tout pareilles. Aujourd'hui, lorsque vous voulez livrer un pli par la poste en France, on est assuré que ce pli va aller à destination. Oui. Alors que nous, dans nos pays africains, dans les plus profonds hameaux de notre pays, on a beaucoup de difficultés, même s'il y a ce qu'on appelle la poste universelle, la livraison universelle. Et lorsqu'on regarde l'environnement, on se rend compte que quelle que soit l'évolution, quelle que soit la technologie, il y aura toujours quelque chose, c'est la livraison physique. Vous savez, une fois j'ai été dans un séminaire organisé par un de mes partenaires pour nous montrer l'importance de notre métier. Alors, c'était une jeune fille qui était rentrée dans un bus, et puis en descendant du bus avec son sac d'école, eh bien, elle a eu un faux pas et le sac est tombé dans une flaque d'eau. Elle prend son téléphone portable, elle appelle sa mère, écoute, mes affaires sont complètement imbibées d'eau, qu'est-ce que je fais? Sa mère lui dit, écoute, va dans le supermarché qui est à côté, et puis va acheter de nouveaux produits, de nouveaux sacs, de nouveaux cahiers. Alors, elle avait l'embarras de choix dans le magasin, donc elle prend son téléphone portable, elle met la vidéo, elle montre à sa maman tout ce qu'elle doit acheter. Elle a même fait plus de courses qu'il n'en fallait, et elle a fait ses courses. Ensuite, elle va à la caisse pour payer, elle se rend compte qu'elle n'a pas d'argent puisqu'elle devait aller à l'école, et la mère crédite son téléphone portable qui lui a permis de payer. Et une fois qu'elle a fait tout ça, elle s'est retrouvée dehors avec un gros sac rempli de bagages, et c'est là qu'on voit, il y a un livreur qui arrive avec une voiture, et ça montre que, quelle que soit la technologie, s'il y a une chose qu'on ne peut pas faire de façon technique, c'est la livraison. Donc, elle a dû confier une grosse partie de ce qu'elle a acheté à un livreur pour aller le déposer dans sa maison. Ce qui veut dire que notre métier, au contraire, est aujourd'hui un métier qui accompagne la technologie. Quel que soit ce qu'on fait, quel que soit ce qu'on peut faire au niveau de nos téléphones portables,
au niveau physique, on va toujours livrer. Quand vous achetez à manger, ben, ça ne passera pas par Internet. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour livrer. Et c'est en cela que je pense que nous avons une responsabilité. Et cette responsabilité-là, il faut l'assumer, il faut la gérer avec beaucoup d'humilité, mais surtout avec beaucoup d'efficacité. Et c'est en cela que, progressivement, au fil du temps, notre métier évolue, notre métier change, et il faut que nous soyons en mesure de pouvoir être en conformité avec les nouvelles règles, avec les nouvelles technologies et la façon dont ce métier est en train d'évoluer. Parler de nouvelles technologies, ça me permet, comme on en parlait aux entrepreneurs et qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, de souligner ce que beaucoup de gens ne savent pas, que le paiement mobile, le paiement par téléphonie, a été découvert, développé en Afrique, au Kenya, par Safaricom et même avant par Safaricom, par son ancien directeur général qui l'a créé. Comment ce lien, comment le e-commerce a-t-il transformé votre modèle économique? Alors, vous savez, le e-commerce n'est pas très développé en Afrique. Il faut le dire. En tout cas, dans notre région subsaharienne, le e-commerce n'est pas très, très développé. Et aujourd'hui, on se rend compte que pour le développer, eh bien, il faut d'abord affiner les moyens de paiement parce que la plupart des opérateurs de e-commerce n'ont pas les mêmes types de paiement que ce que nous avons. Ouais. Et c'est beaucoup plus les cartes ou du PayPal ou d'autres moyens de paiement qui sont beaucoup plus adaptés à leur environnement. Donc, ce qui fait que lorsque vous faites du e-commerce, généralement, c'est toujours par rapport à des modes de paiement qui sont complètement différents. Donc, il faut universaliser les modes de paiement, d'une part. D'autre part, il faut faire en sorte que l'Afrique ne soit pas un ghetto. Que l'Afrique soit dans je dirais dans le globe, et que lorsque vous commandez sur Amazon ou sur n'importe quel opérateur chinois, et que vous voulez qu'on vous livre dans n'importe quel pays d'Afrique, eh bien, il faut qu'on puisse livrer. Ouais. Ça, il faut que nous puissions gérer ça avec les compagnies aériennes. Et puis, il y a aussi des questions douanières. Il faut que nous puissions trouver les moyens de faire en sorte que les taxes douanières ne soient pas un frein pour le e-commerce. Donc, il y a tout un ensemble, je dirais, de règles qu'il faut affiner avant vraiment d'amorcer le processus de e-commerce. Mais il est évident que la notion de e-commerce est inéluctable à notre mode de fonctionnement, à notre mode de vie. Et à un moment donné, eh bien, nous devons nous conformer à cela. Et des entreprises comme Top Chrono devront être avant-gardistes par rapport à cette activité qui aujourd'hui a inondé complètement le monde. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de e-commerce, on le voit vraiment dans les pays européens. Mais quand on prend un pays comme le Bénin, eh bien, il n'y a pas beaucoup de e-commerce au Bénin, pour des raisons que je vous ai évoquées. Mais, à un moment donné, ça devra s'imposer à nous, parce que ça fait partie de l'évolution même du monde. C'est exactement comme si vous dites qu'il y a un pays aujourd'hui où il n'y a pas de téléphone portable. Donc, il faudrait que les pouvoirs publics nous accompagnent dans ce processus et que la plupart des gros opérateurs ne sous-estiment pas le marché africain et qui se disent que, eh bien, il y a un potentiel en Afrique, et c'est sûr qu'en Afrique, il y a un potentiel. Tout à fait. Il faut que les Africains comme vous garde le modèle économique de façon comme une chasse gardée quelque part et s'assure qu'il avance. Je vais faire raconter une brève anecdote, ça va vous permettre de reprendre votre souffle. Amazon a fait un partenariat début des années 2000 avec Toys R Us. Toys R Us, c'était la plus grande société de vente de jeux. Et Amazon, dans ce partenariat, s'occupait de toute la logistique de Toys R Us. Mais ce à quoi Toys R Us ne s'attendait pas, c'est que Amazon, en fait, c'était un peu comme ce dont on a parlé en parlant des Asiatiques, notamment des Japonais et des Chinois, qui venaient photographier, comprendre les modèles économiques pour après les reproduire. Amazon apprenait le modèle économique de Toys R Us. Et à un moment donné, le partenariat a cassé. Bien sûr. Et Toys R Us, qui avait une valeur de marché de 12 milliards de dollars, n'existe plus aujourd'hui. Mais Amazon continue de livrer des jouets. Bien sûr. Ouais. C'était une aparté. Comment trouvez-vous l'équilibre entre rapidité, coût, fiabilité et expérience client? Alors, vous savez, l'équilibre pour moi, c'est l'expérience qui permet effectivement de rassembler, de faire en sorte que toutes ces entités-là et toutes ces spécificités puissent parler d'une seule voix, si on peut parler comme ça. Et je crois que progressivement, avec le temps, avec l'évolution de l'activité, eh bien, on a acquis de l'expérience et ça nous a permis effectivement de mesurer nos coûts, de répondre aux besoins de la clientèle et surtout
surtout d'affiner les performances de nos prestations et d'être toujours en mesure de répondre exactement à la demande de notre clientèle. Vous savez, moi, j'ai un souci permanent de satisfaire les clients. Pour moi, je pense que le client est au cœur de mon activité. Je considère que c'est pour le client que j'existe, c'est pour le client que mon cœur bat. Et chaque fois que je peux améliorer mes prestations, il faut que je tienne compte du client, surtout lorsqu'il s'agit des nouveaux clients ou parfois même des clients qui n'ont pas de très gros revenus. Vous savez, nous avons plusieurs types de clients. Il y a ce qu'on appelle la clientèle des particuliers, des entreprises, des institutions. Et j'ai beaucoup de plaisir à accompagner même les particuliers à bénéficier de nos prestations. Et véritablement, la notion de clientèle est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Et on fait en sorte que le niveau de marge ne soit pas extrêmement fort et que nous puissions vraiment apporter à notre clientèle satisfaction en tenant compte aussi des charges qui sont les nôtres. Et ce qui est important, c'est de faire en sorte que lorsque le client nous appelle le 1er janvier 2026, et bien le 31 décembre 2006, qu'il continue de nous appeler, et ça veut dire faire en sorte que nous puissions être toujours maintenus sur le marché. Et ça passe par la rigueur, ça passe par le respect des procédures. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que nous fonctionnons souvent suivant des process bien établis, bien organisés. Et comme je vous l'ai dit, la qualité, c'est écrire ce qu'on doit faire et faire ce qu'on a écrit. Quand on vient chez vous, on le ressent. Merci. Quand on rencontre vos collaborateurs, on le ressent. Merci. On ressent un souci de qualité, mais on ressent aussi un engagement pour l'entreprise qui est rare. Alors, je vais vous dire, en réalité, la notion d'entrepreneuriat, pour moi, c'est un concept universel. Je veux dire, lorsque vous allez en Asie, lorsque vous allez en Amérique, lorsque vous allez en Europe et que vous rentrez dans une entreprise, c'est quasiment les mêmes choses. Bien sûr. Et pourquoi est-ce que ce serait différent en Afrique? Pourquoi est-ce que vous voulez que, en Afrique, on ne puisse pas mettre en place les mêmes principes, les mêmes valeurs de management, d'entrepreneuriat que ce qui existe? C'est comme lorsqu'on est dans une église, enfin, catholique en l'occurrence. Je suis catholique, mais dans une église, c'est le même process. Bien sûr. C'est la prière universelle, c'est la communion, c'est toutes les étapes que vous connaissez. Bien sûr. Quelle que soit l'église dans laquelle vous allez, c'est les catholiques, c'est le même rituel. Il y a toujours le sens apostolique qui veille à cela. Eh bien, je pense que aujourd'hui, les entrepreneurs, qu'ils soient africains, européens, américains ou asiatiques, doivent comprendre que pour permettre à la clientèle potentielle de se sentir en sécurité, ben, il faut standardiser, il faut être dans les standards, il faut être dans les normes. Et à Top Chrono, on fait l'effort de respecter. C'est pour cela que nous avons des couleurs, nous avons une identité visuelle, nous avons un logo qui est connu de tout le monde, qui évolue d'année en année, et ça permet vraiment de faire asseoir l'activité et de faire en sorte que le capital confiance auquel les clients s'attendent, qu'on puisse continuer de leur offrir. Rien de tel que les process. La C'est standardisation. extrêmement important, les process. Extrêmement. Je pense que une entreprise qui n'a pas de process, qui n'a pas un manuel de procédure, pour moi, c'est une entreprise qui navigue à vue. Et c'est pour cela que je dis, le process est même plus important que le financement. J'en suis même quasiment convaincu. Et avec le temps, j'ai fini par comprendre que c'est du fait des process, c'est du fait de la mise en place des procédures depuis 30 ans que Top Chrono aujourd'hui a maintenu le cap et continue d'être présent sur l'environnement économique. Extraordinaire. Alors, comment décidez-vous d'adopter une nouvelle technologie ou de rester sur les solutions que vous avez déjà? Vous savez, nous avons une particularité chez nous, c'est que nous avons un service informatique maison. Donc, la plupart des solutions sur lesquelles nous travaillons sont des solutions testées de façon interne et améliorée et affinée et développée. Et l'informatique est vraiment au cœur de notre activité et il est évident qu'aujourd'hui, avec l'évolution du marché, l'évolution du secteur, eh bien, il faudra vraiment que nous puissions recommencer à sortir, voir ce qui se fait. Vous savez, on n'a rien inventé. Il suffit simplement de regarder ce qui se fait ailleurs et essayer de singer en améliorant, en tenant compte de vos spécificités. Et aujourd'hui, les solutions qui ont été celles que Top Chrono a portées il y a 10 ans ne sont pas les mêmes aujourd'hui. C'est pour cela que nos informaticiens bénéficient de formation, bénéficient de stages, bénéficient de missions à l'international et ça leur permet vraiment d'affiner leurs connaissances et de continuer à offrir des solutions qui tiennent compte des besoins de la clientèle. Je comprends bien. Dans votre métier, vous faites un métier où la confiance est essentielle.
Comment faites-vous pour protéger, sauvegarder la confiance que vous avez établie avec les institutions, les grands groupes et même les particuliers? Je suis désolé de vous dire que une entreprise ne doit pas être portée par son promoteur. Mmh. Mais je pense que le capital confiance est toujours porté par le promoteur. Absolument. Et je me fais le devoir d'être présent, d'aller au devant de la clientèle, d'aller au devant des partenaires pour leur montrer que c'est toujours moi qui suis à la tête, qui suis aux commandes, même si il faut quand même réfléchir à la transmission à court terme, parce qu'il y a quand même des gens qui sont derrière et qui aimeraient quand même développer de nouvelles idées. Je comprends tout à fait, mais je pense que la notion de confiance est établie par le niveau d'implication du manager, du promoteur. Mmh. Lorsque vous prenez LVMH, Mmh. Bernard Arnault, une fois qu'on le voit, on est confiant. Bien sûr. On sait que c'est de la qualité derrière. Bien sûr. Lorsque vous prenez n'importe quelle entreprise, lorsqu'on voit le promoteur, bien, il y a de la confiance. C'est pareil même pour les pays. Lorsqu'on voit un chef d'État présent, tout de suite, on est confiant. Donc, je pense que, pour moi, de la confiance réside dans le fait que le promoteur, le manager principal est toujours en action, est toujours en activité et ne se retire pas en arrière-plan. Et même s'il se retire, eh bien, il faut qu'il commence à réfléchir, à préparer la succession pour que ça ne soit pas une transition, je dirais, tous azimuts, c'est quelque chose d'assez préparé, d'assez convenu pour que la clientèle commence à comprendre que progressivement, eh bien, les choses vont changer. Et la confiance, pour moi, ça part de ce que le promoteur est toujours engagé et montre constamment son engagement. Dans la vie d'une entreprise, il y a des hauts et des bas. Bien sûr. Comment faites-vous? Qui chez vous? Quels sont les départements, les services, les collaborateurs? Qui gère les échecs de livraison? Qui gère le client qui est énervé, qui est en colère au téléphone ou qui vient même au bureau pour se plaindre? Nous avons un département. D'abord, on est certifié ISO. Pour moi, c'est extrêmement important. Donc, ça veut dire que nous avons des process universellement reconnus. Mmh. Et ensuite, nous avons un département qualité. Et le département qualité est un département qui organise l'ensemble des plaintes et qui répond aux plaintes des clients. Et ça oblige les qualitéciens de Top Chrono à organiser des rencontres hebdomadaires, à être toujours avec la clientèle. Et à chaque réunion qualité que nous faisons toutes les semaines, ça nous permet d'identifier les différentes plaintes que nous avons rencontrées au cours de la semaine. Et dans le mois, moins on a eu de plaintes, mieux les différents collaborateurs au niveau opérationnel ont bien travaillé. Et l'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que le service qualité puisse avoir le moins de travail possible. Alors, ça va même plus loin. Vous savez, la prochaine fois que vous viendrez à Top Chrono, ouvrez les WC. Mmh. Pour moi, c'est là que la qualité s'exprime. Lorsque vous rentrez dans les WC d'une entreprise et que c'est propre et qu'on a envie même de mettre une natte et de se coucher là-dedans, ça veut dire qu'on commence à respecter la clientèle. Et c'est le premier test que moi je fais quand je rentre à Top Chrono. La première chose que je fais, je vais dans les toilettes pour voir quel est le niveau de propreté. Et quand c'est extrêmement bien propre, je dis, OK, très bien, on est toujours en train de respecter nos engagements par rapport à la clientèle. Ça a l'air bizarre, ça a l'air anodin, mais pour moi, c'est un indicateur de performance. Ce n'est absolument pas anodin et je confirme parce que j'ai déjà utilisé les toilettes chez vous. Merci. Alors, quel retour client a le plus d'influence sur votre stratégie? Le retour client, c'est les erreurs de livraison. Pour moi, c'est une faute. Une fois, j'ai eu un souci de livraison où j'ai perdu un colis. Et j'étais dans tous mes états. J'étais vraiment très, très mal en point. Et ce jour, j'avais un dîner avec un ami qui est médecin chirurgien. Et il a senti que j'étais vraiment dans tous mes états. Et il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, Régis? J'ai dit, écoute, j'ai perdu le colis d'un client parce qu'on n'arrive pas à le tracer. Et il me dit, mais ça te met dans cet état? Je dis, oui. Il me dit, écoute, moi, je suis chirurgien. Si, dans mon travail d'intervention chirurgicale, je me mets dans cet état parce que un de mes patients est décédé, tu penses que j'aurai la force d'opérer le prochain patient? Impossible. À chaque étape d'échec, il faut en tirer les conséquences et voir comment tu peux améliorer le process. Et depuis ce jour, j'ai compris que chaque fois qu'il m'arrive d'avoir des plaintes, eh bien, je fais en sorte que ces plaintes se transforment en process qu'on met en place pour améliorer la prochaine exécution des tâches. Et plus on le fait, plus on affine
la qualité. Et aujourd'hui, je me rends compte que les réunions pleines que nous faisons à Top Chrono diminuent de jour en jour, diminuent d'année en année. Mais je pense que c'est important que ce soit les clients qui le disent. Je serais prétentieux de dire que je suis performant. J'aime autant que ce soit ma clientèle qui le dise. Ah oui, cela dit, vous connaissant un peu, j'admire votre courage. Merci. Et je sais que vous allez de l'avant. Et lorsqu'il y a un problème, vous êtes ce général qui est devant les troupes et non pas derrière. Alors, on va parler du capital humain, de culture, de leadership en ce sens. Quel type de profil réussit chez Top Chrono? Vous savez, quel que soit le profil, qui que vous soyez, je pense qu'une fois que vous intégrez un environnement microéconomique, eh bien, il faut respecter les règles de l'environnement. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui considère qu'on n'a rien inventé de mieux que les études pour faire avancer quelqu'un. Pour moi, c'est mon principe. C'est peut-être une erreur, c'est peut-être un défaut, je n'en sais rien, mais je pense que lorsque les jeunes sont bien formés, sont bien outillés sur le plan intellectuel, eh bien, c'est plus facile de les porter au sein d'une entreprise. C'est pour cela que, effectivement, on aime bien les jeunes diplômés qui ont quand même certaines qualités intellectuelles. Et une fois qu'ils ont acquis ce que j'appelle les compétences académiques, le savoir académique et qui rentrent en entreprise, eh bien, nous, on se charge de les former, de les intégrer, de les accompagner et de faire en sorte qu'ils se sentent vraiment chez eux. Ce qui est important, je crois profondément au capital humain. Je pense que le capital humain est au cœur du développement même de l'entreprise. Et ce capital humain, il faut le respecter, il faut le promouvoir, il faut l'encourager, il faut l'accompagner, il faut vraiment l'aduler. Et je pense, en tout cas je l'espère, que je me fais le devoir au quotidien de respecter le capital humain parce que je considère que c'est lui qui est au cœur du développement de l'entreprise. Pour moi, le capital humain, c'est vraiment la substance, par définition, à partir de laquelle l'entreprise peut se développer. Sans le capital humain, on ne peut pas se développer. C'est pour cela que on doit le prendre très au sérieux, bien travailler avec et surtout faire en sorte que la notion d'écoute, et ça j'insiste beaucoup sur l'écoute, la notion d'écoute soit quelque chose d'important au sein des équipes dans une entreprise. Mesdames et messieurs, si vous rencontrez Régis Passia, particulièrement dans son bureau, vous réaliserez à quel point cette notion d'écoute est une vérité quotidienne. L'attention que vous portez à l'autre, le temps de calme, de sérénité, d'écoute que vous portez est constamment visible. Merci beaucoup. Je vous en prie. Quel rôle jouent les équipes de terrain sur votre succès? Alors, vous savez, la prospection, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je suis épicier de formation. Donc, lorsqu'on me chasse par la fenêtre, je rentre par la porte. Donc, mon métier, c'est d'être constamment sur le terrain et de considérer que rien n'est acquis. Et ça, non seulement mes équipes le font, je le fais moi-même. Ce matin, avant de venir dans ce studio, j'avais rencontré des prospects et lorsque les gens me voient débarquer dans leur entreprise, évidemment, après 30 ans, je suis devenu quelqu'un d'un peu connu, pas uniquement à cause de Top Chrono, à cause aussi du patronat. Et donc, ça fait que chaque fois que je vais maintenant dans les entreprises pour prospecter, ben, ça devient comme, je dirais pas un événement, mais ça suscite beaucoup d'enchantement et ça facilite même les choses. Et j'adore être au contact des gens, j'adore être sur le terrain et permettez-moi de vous dire que le jour où quelque chose m'empêchera d'aller prospecter, d'aller sur le terrain, d'aller voir les clients, eh bien, je serai un entrepreneur extrêmement malheureux. Je crois que j'ai créé l'entreprise pour être vraiment sur le terrain. Au départ, j'ai pas créé une entreprise pour gagner de l'argent. C'était pas ma vocation première. Ma vocation, c'était d'abord de créer de la richesse, de créer de l'emploi et d'être constamment sur le terrain. Et lorsque je finirai votre enregistrement, eh bien, s'il n'est pas encore tard, je vais continuer à prospecter et je me fais le devoir, une fois par mois, d'aller voir mes clients.
Et je ne voudrais pas que parce qu'un client est déjà dans mon portefeuille et qu'il est fidèle à moi, eh bien que je l'oublie. Non. Et des petites attentions qui sont extrêmement importantes dans l'air de rien. Et quand je parle des clients, je ne parle pas du promoteur, je parle pas du manager. Allez voir l'assistante qui collecte les courriers. C'est plus important pour moi que de chercher à voir le directeur. Quand je vais chez mes collègues de Move, par exemple, ou bien de MTN, je ne cherche pas à voir Ouché, je ne cherche pas à voir Omar. Quand je vais à la Société Générale, je ne cherche pas à voir Madame Soumaré. Quand je vais à Ecobank, je ne cherche pas à voir Lazare Noulekou. Je cherche à voir les personnes qui, dans l'opérationnel, sont au quotidien avec mes coursiers. Et quand je les vois, je discute, je parle, je prends le pool des activités. Ils sont contents, je suis content, et ça permet d'affiner la relation, de la pérenniser et de la maintenir. Il y a un livre qui s'appelle Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Tout à fait, tout à fait. Et qui indique bien tout ce dont vous parlez. La relation humaine, la relation au client à toutes les échelles est essentielle. Vous me faites penser au premier non-allemand qui a dirigé SAP. Il s'avère que c'est un ancien de chez Xerox, donc j'ai eu la chance de partager du temps avec lui. Et ce monsieur, tout CEO qu'il a été, allait voir des clients 2 fois, voire 3 fois par semaine. Ce monsieur, tout CEO qu'il était, recevait 200 à 300 emails par jour. Il répondait individuellement. Et cette relation client, je vous en ai parlé de façon pour la petite histoire, hier, nous sommes aujourd'hui jeudi, donc hier mercredi. Je me suis déplacé parce que c'est la période où on distribue les étrennes. Donc moi-même, je me déplace pour distribuer les étrennes. Et je me suis déplacé pour aller porter à un client. C'est un avocat, il s'appelle Monsieur Angelo Mpati, pour ne pas le nommer. Donc je me suis déplacé pour aller lui remettre en main propre ses étrennes. Et il m'a dit, mais qu'est-ce qui me vaut l'honneur que tu te déplaces pour venir me faire ça? Pourquoi tu fais ça? Je lui dis, mais c'était le bâtonnier jusqu'à il y a une semaine de l'ordre des avocats. Je dis, mais monsieur le bâtonnier, il y a 30 ans, moi qui par la main, m'avait emmené chez la plupart de vos confrères qui ont cru en moi, qui ont pris des contrats de 1 à 50, 1 à 50, 1 à 50. Ça m'a permis de me faire connaître. Alors si aujourd'hui je ne suis pas capable de venir moi-même vous porter des étrennes de fin d'année de remerciements, alors j'aurais l'air de quoi? Mais je ne vous dirai jamais assez merci. Alors, il m'a regardé, il a souri, et je lui ai dit que mon plus grand plaisir, c'est de pouvoir revenir l'année prochaine pour faire la même chose. Alors, je demanderai à mes clients qu'ils me verront encore plus souvent dans leur bureau pour voir un peu comment est-ce que les choses se passent, pour voir si nos prestations répondent toujours à leurs besoins, à leurs aspirations. Bravo, bravo. Merci. Qui sont les héros discrets derrière le succès de votre entreprise? C'est les opérations. Vous savez, chaque fois que je vois un coursier, top chrono, sur une moto, avec un casque, avec une cravate, dans la chaleur, sous la pluie, pour moi, c'est des héros. Et c'est des gens que je respecte beaucoup, que j'admire énormément, parce que croyez-moi, c'est pas des gens qui ont démérité, c'est pas des gens qui sont là parce qu'ils n'ont pas envie, c'est des gens qui, parfois, on finit même par aimer ce qu'ils font. Et c'est pas des gens qui ont ce qu'on appelle des diplômes de bas niveau. Vous avez des BTS, des bac plus 3, des bac plus 2, des bacs. Et pour moi, les vrais héros de Top Chrono, ce sont les coursiers. Je ne cesserai jamais de leur rendre hommage. C'est tellement vrai que demain, à leur attention et à l'intention de l'ensemble de mes collaborateurs, eh bien, j'organise la fête de fin d'année et je l'organise chez moi, à la maison. Parce que c'est le seul moment où je me sens en famille avec mes collaborateurs. Et comme j'ai dit souvent, le plus important, c'est surtout mes coursiers. Eh bien, ils adorent le méchoui et on va se faire notre méchoui demain à 20h. Formidable. Pour moi, c'est les vrais héros de l'entreprise. Formidable. Alors, quelles ont été les crises les plus difficiles à traverser en 30 ans? Vous savez, la crise la plus difficile à traverser, que nous avons traversée, c'est l'acceptation de notre produit par la clientèle, par l'environnement. Vous savez, nous sommes un environnement qui est hostile à l'entrepreneuriat. C'est pas dans notre culture. Notre environnement ne connaît pas cela. Et je pense que l'une des crises les plus importantes ont été celles-là. Mais il y en a une autre. Parce que le tout n'est pas d'avoir une idée. Le tout n'est pas de vouloir créer.
il faut avoir les ressources. Bien sûr. Aujourd'hui, les choses ont certainement évolué. Et j'évoque souvent l'exemple de mon collègue Idrissa Nassa qui finance énormément les entreprises. Mais il y a 30 ans, nos banques ne finançaient que des grosses structures. Nos banques ne finançaient que des gros projets d'État. Pour eux, ils étaient exclus de prendre des risques pour financer. Donc, les grosses crises auxquelles on a été confrontés, ça a été, d'une part, accepter l'idée d'entrepreneuriat, qui ensuite accompagné l'idée par des projets de financement. Et au-delà même de cela, c'est que même vos proches ne comprennent pas que vous soyez entrepreneur. Moi, je me rappelle encore, quand j'ai créé mon entreprise, je me rappelle que beaucoup de personnes se sont détournées de moi. Et mon beau-père Guy Pouillon, que vous connaissez très bien, un jour m'a dit, mais si je savais que tu serais un aventurier, je t'aurais jamais laissé épouser ma fille. Mais après, il était très content, il était très, très fier. Ouais. Mais, objectivement parlant, en étant factuel, et on n'est pas du tout habitué. Et je donne souvent un exemple, et ça je vais encore vous le donner, c'est tellement ancré en nous que vous qui êtes catholiques, vous n'entendrez jamais dans la prière universelle dire que nous prions pour les prêtres, pour les entrepreneurs. Jamais. On prie pour les chefs d'État, on prie pour les ministres, on prie pour l'Église, on prie pour les familles. Mais on ne prie jamais, on ne dit jamais nous prions pour les entrepreneurs, alors que c'est nous qui créons la richesse. Donc je voudrais demander à l'archevêché de Cotonou de temps en temps de prier pour nous. Et comme c'est les Vaudondaises il y a quelque temps, il faudra aussi que les mânes de nos ancêtres prient pour nous et que les gens comprennent que c'est nous qui créons la richesse et c'est pas autre personne. Et c'est parce qu'on en crée, c'est parce que nous créons la richesse et les emplois que nos pays se développent et ont des performances macroéconomiques extrêmement importantes. Et vous savez, c'est vraiment un appel du cœur que vous faites, mais un appel important. On prend souvent l'exemple de l'Amérique, les grandes sociétés, je vais pas les nommer, enfin bon, si je vais dire un nom ou d'autres, JP Morgan, etc., Westinghouse. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient, ces gens-là? Certains étaient de religion juive, mais d'autres étaient catholiques, et ils allaient à la messe. Et les prêtres les remercier parce qu'ils créent de la valeur, ils créent de l'emploi. Et quelque part, les prêtres priaient régulièrement pour eux. Et qu'est-ce que leur pays est devenu aujourd'hui? La grande Amérique. Absolument. Alors peut-être que si les prêtres priaient un peu plus souvent pour nous, peut-être que nous serons des grands pays. Donc je voudrais les exhorter à prier pour nous parce qu'on en a beaucoup besoin. Espérons-le. Espérons-le. Merci. Merci. Alors, comment on est dans un monde, on appelle ça VUCA, qui est un monde qui est en constante changement, mutation et dont on ne sait pas de quoi demain sera fait. Comment préparez-vous votre entreprise, vos hommes et vos femmes à l'incertitude, à la perturbation qui sont inévitables? On observe, on regarde, et en fonction de l'évolution, on essaye d'ajuster. Alors que s'il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est ne jamais rester statique. Et lorsque dans notre environnement, on sent qu'il y a un changement, on sent qu'il y a une évolution, il faut toujours adapter. Pour moi, c'est extrêmement important et c'est comme ça qu'on prépare l'avenir. On ne prépare pas l'avenir en ayant la prétention qu'on a découvert la science infuse et qu'il faut se figer là-dessus. On a des fondamentaux, on a des acquis, mais il faut avoir l'ouverture d'esprit qui permet de comprendre que, bien que nous soyons présents, bien que nous ayons une certaine part de marché relativement importante, il faut continuer à écouter, il faut continuer à observer, il faut continuer à se remettre en cause. Et ce n'est que parce qu'on se remet en cause qu'on réussit à améliorer et à affiner. Et plus on améliore, plus on affine, plus on est présent sur le terrain. Et c'est ce qu'il faut faire, de mon point de vue. Comme vous le savez, nous partageons notre temps, mon associé et moi, entre l'Afrique. Votre épouse, vous voulez dire? Tout à fait. Qui est mon épouse. Vous savez, votre épouse, Nadia, c'est ma grande sœur. C'est une personne que je connais depuis qu'elle était à la BCAO. Et c'est une personne que j'admire énormément. Et puis, je pense que c'est quelqu'un, comme je dis souvent, elle fait partie des personnes qui m'ont fait l'amitié, l'honneur de me prendre, je dirais, par la main. Et Messin Moïse, qui était son papa, paix à son âme, une fois j'ai été invité dans une émission de télé. Et à l'époque, il était le ministre des Finances, de l'économie et des finances. Et dans cette émission, on m'a demandé d'inviter quelqu'un que j'aime beaucoup. Je crois connaître cette émission. Alors, j'ai été le voir, j'écoute un temps, on m'a demandé d'inviter quelqu'un que j'aime beaucoup et j'ai pensé à toi. Mais il n'a pas hésité. Il est venu
Il a participé à l'émission jusqu'à la fin. Et le lendemain, il devait voyager avec son épouse. Alors, Messire Moïse m'a donné une leçon de vie extraordinaire. Je vous dirai ce qu'il a fait. Eh bien, ce jour-là, il était sur un vol Air France avec son épouse. Il allait en mission et il était en classe affaires et son épouse était en classe économique. Et quand on l'a installé, classe affaires, sa femme est allée derrière en classe éco et dès que l'avion a décollé, il a demandé si on peut le déplacer en classe éco pour qu'il reste à côté de son épouse. Mais nous étions tous là à regarder, on se dit, ben, comment quelqu'un peut accepter de quitter la classe affaires pour aller s'asseoir en classe éco? Et puis les hôtesses ont accepté, il s'est levé, il est resté, il allait rejoindre sa femme en classe éco, et sa place est restée vide jusqu'à la fin. Pour moi, c'est une très belle leçon d'humilité, c'est une très belle leçon d'amour par rapport à son épouse, et je pense que ça a été quelque chose qui m'a profondément marqué, et qui certainement a dû compter dans ma façon de voir les choses. Le respect des gens, le respect de l'amour, et je crois que cette personne a été une très grande personnalité. Merci. Vous avez de la chance d'avoir un beau-père comme celui. Merci, je confirme et je suis régulièrement à parler avec Nadia de son père qui m'a beaucoup marqué, qui nous a tous beaucoup marqué. Et je confirme aussi un autre point, ces qualités d'humilité de mon beau-père. Vous les avez observées, vous les avez, vous êtes approprié de ces qualités et c'est ce qui marque aussi votre personnalité. Merci. Et j'ai la chance d'avoir une épouse qui a admiré son père, qui était la meilleure amie de son père et qui aujourd'hui fait preuve de beaucoup d'humilité. Malgré tout ce qu'elle a su faire, elle est toujours très simple. Merci, Ouais, c'est vrai. Ouais, merci. Alors parlons d'avenir du secteur. À quoi ressemblera la livraison dans 10 ans, dans 20 ans, selon vous? Elle sera complètement digitalisée. Elle sera complètement différente de ce à quoi on assiste aujourd'hui. Mais Dieu merci, je serai plus là. Dans 20 ans, j'espère que je ne serai plus là. Vous aurez passé la main. Je laisserai mes successeurs faire le travail. Je pense que j'ai suffisamment fait. Et il serait peut-être temps que dans 5-10 ans que je me retire, même si publiquement, j'ai dit que j'ai trouvé des personnes pour faire ce que j'appelle le reprenariat de Top Chrono. J'ai donné l'identité et il s'est fait que cette personne, c'était moi-même. Donc, effectivement, je serai là encore pour quelque temps, mais dans les 15-20 années à venir, l'activité va complètement changer. Ce sera pas les mêmes choses, ce sera même des drones qui feront de livraison. Et je pense que l'Afrique sera au rendez-vous pour, je dirais, vivre ces moments-là, parce que le monde est en train de changer. Le monde est en train vraiment de muter. Et nous avons besoin d'être dans cette mutation. Et les pouvoirs publics aussi, par rapport à ça, ont un rôle extrêmement important. C'est les pouvoirs publics qui mettent en place toutes les infrastructures qu'il faut pour accueillir l'évolution, pour accueillir les technologies. Et par rapport à cela, je pense que chacun doit faire son travail. Il faut que dans nos pays, nos hommes politiques, les pouvoirs publics puissent faire en sorte que l'idée soit toujours de mettre en place des mécanismes d'infrastructure qui accompagnent l'évolution du secteur privé. C'est extrêmement important parce que le monde de demain ne sera pas du tout le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsqu'on prend un pays comme le Bénin, on a complètement défiscalisé les voitures électriques. Ouais. Ça veut dire que on est en train de travailler à ce que l'environnement soit beaucoup plus sain. On est en train de travailler à ce que de plus en plus de Béninois se familiarisent aux véhicules électriques. Voilà un exemple très concret qui montre que les pouvoirs publics peuvent accompagner l'environnement à s'adapter aux nouvelles technologies, au nouveau monde. Et plus on va sentir la présence, l'implication des pouvoirs publics, plus on sera à même d'avoir confiance en notre secteur privé et de continuer à travailler. Absolument. Ce monde de la livraison change énormément. Comme vous le savez, je l'ai dit à l'instant, nous vivons entre l'Angleterre et le Sénégal. En Angleterre, aujourd'hui, tout le monde veut être dans le confort douillet de sa maison, et puis se déplacer et être livré. Et les gens ne vont moins au restaurant, ils vont commander dans les meilleurs restaurants, ils veulent que ces plats arrivent chez eux, et comme s'ils avaient un chef à domicile, ils dînent avec leurs amis. Est-ce que ce genre de livraison se fait chez vous également? Bien sûr.
Forcément, sauf que ce genre de livraison se fait beaucoup dans l'informel, malheureusement. Donc, il y a une concurrence complètement déloyale auquel on assiste. Mais il ne me revient pas à moi d'aborder cela. Je pense qu'il y a des organes de régulation dans ce métier. Mais il faut comprendre que de plus en plus, je dirais, de particuliers, d'entreprises auront affaire à des livreurs, à de la livraison. Et pour cela, il faut que chacun, dans son rôle, dans son métier, puisse vraiment faire en sorte que les choses avancent dans l'intérêt de toute la communauté. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde bien, il y a peut-être 500 livreurs dans Cotonou. Ouais. Il y en a peut-être 1000, j'en sais rien. Ouais. Mais eux tous sont dans l'informel. Ouais. Et je ne sais pas si ça apporte profit à notre environnement économique. En tout cas, pour nous qui sommes dans le formel, ben ça nous pénalise extrêmement. Et non, c'est pas le sujet. Oui, j'imagine. Je suis allé en Chine plusieurs fois et j'ai vu un niveau d'automatisation des usines extraordinaire. Quel rôle l'automatisation, l'IA, la gestion des données, la data, c'est vraiment le futur, va jouer dans votre entreprise? J'avoue que je m'y connais pas beaucoup en IA, en automatisation, mais tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, lorsque je regarde mon équipe informatique, ils travaillent beaucoup avec l'IA. Mais lorsqu'on prend les nouveaux modèles de livraison, comme je vous le disais, c'est des drones qui aujourd'hui ont commencé à faire des livraisons. Et ça sera de plus en plus comme ça, ce qui veut dire qu'en réalité, notre métier va tellement évoluer que nous ne savons même pas ce qui va se passer dans 5 ans. Aujourd'hui, c'est avec le téléphone portable qu'on passe toutes les commandes. Alors qu'il y a 10 ans, ça n'existait pas. Et dans 10 ans, on ne sait même pas ce qui va arriver. Donc, il est difficile d'anticiper sur ce qui va arriver. Et comme m'a dit mon fils dernièrement, papa, tu es né 10 ans trop tard. Non, trop tôt. Tu es né 10 ans trop tôt. Donc, objectivement parlant, je pense que nous sommes conscients de ce que notre environnement, notre métier va évoluer. De quelle façon? Croyez-moi, Dieu seul sait. En tout cas, dans les 15 prochaines années. Peut-être dans les 5 prochaines années, on sait. Mais dans 15 ans, je défie quiconque de nous dire comment est-ce que les choses vont évoluer. Vous savez, votre téléphone portable que vous avez aujourd'hui, vous avez le iPhone 17, je suppose. Dans 5 ans, quand vous le verrez, vous allez vous demander, ce que nous vivons aujourd'hui, que nous considérons comme étant une technologie extrêmement forte, sera 10 fois, 15 fois, 20 fois plus important dans les 10 années à venir. Ce qui veut dire qu'en fait, nous sommes dans un monde qui est en pleine mutation et on n'a même pas de visibilité sur ce que sera notre monde sur le plan technologique dans les années à venir. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que nous puissions toujours maintenir le cap et être prêts à nous adapter, à nous conformer à l'évolution des choses. Alors, quand vous parlez des drones, je pense au domaine de la santé, et je suppose que vous aidez beaucoup dans ce domaine à livrer du sang, par exemple, d'un lieu à l'autre, ou d'autres, ou peut-être simplement directement là, les hôpitaux qui le font. Non, c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'en fait, Top s'est mis en partenariat avec une entreprise française, le Transportéo, et notre métier a été, pendant près de 8 ans, ou 6-7 ans, de transporter des organes humains, du sang, des dérivés de sang, des virus et d'autres produits, entre les pays du monde entier vers les hôpitaux français. C'est un métier particulier, c'est une niche que nous avons su développer, que nous avons su mettre en place à partir de nos équipes du Bénin pour les hôpitaux français. Et effectivement, c'était une très 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 belle expérience. Ce qui veut dire que vous avez une implantation en France également. Vous savez, on ne peut pas faire mon métier sans avoir un hub en France. Bien sûr. Sinon, lorsque vous me remettez un colis pour les États-Unis, il faut bien que ça passe par quelque part. Bien sûr. Donc, depuis près d'une vingtaine d'années, nous avons un partenaire dédié qui s'appelle Sodexi. C'est à partir de là que nous avons mis en place notre hub et nous continuons toujours de travailler avec Sodexi. Excellent, excellent. Dernière question sur l'innovation et l'avenir et la vision de ce secteur. Si l'entreprise était créée aujourd'hui, que feriez-vous différemment? Je pense que si l'entreprise était créée aujourd'hui, j'aurais cherché à avoir plus de ressources. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ne serait-ce que pour mettre des applications modernes, des équipements modernes en place, il faut beaucoup de ressources. J'ai créé Top Chrono avec 3 000 €, 2 millions de francs CFA. Vous avez créé Top Chrono avec 2 millions de francs CFA. Waouh!
À l'époque. Ouais. 2 millions de francs CFA. Ouais. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse le faire. Je vous coupe une seconde, mais c'est un point important, justement, pour les jeunes entrepreneurs. Beaucoup dans nos régions ont des idées et se disent, bon, quand j'aurai de l'argent, je vais avoir... N'attendez pas d'avoir de l'argent. Commencez à pas avoir l'idée, affinez l'idée et vraiment ayez foi en l'idée et après le reste vient après. Si l'idée est vraiment bonne. Excellent. Je vous ai coupé dans votre élan. Non, mais je vous en prie. De quoi êtes-vous le plus fier au bout de 30 ans? Vous savez, je ne voudrais pas parler de quelque chose dont je suis fier. Je veux toujours pouvoir garder ce petit brin d'humilité et de dire que le plus beau reste à venir. Mais s'il y a une chose dont je suis fier, c'est la façon dont mon pays a évolué ces dernières années. Vous savez, je suis pas un homme politique, hein. Je ne fais pas de politique. Je suis un chef d'entreprise, je suis un chauffeur-livreur. Je suis cuisinier parce que maintenant je fais de la nourriture. Mais je considère que lorsqu'on a réussi en 10 ans à structurer un pays, à le mettre au niveau des pays les plus respectables de la région, de la sous-région, il est quoi de fier. Moi, j'ai connu un Bénin il y a 30 ans, j'ai connu un Bénin il y a 20 ans, et je vois un Bénin depuis 10 ans, et je pense que c'est la plus grande fierté qui est la mienne, et en tant que père d'enfants, j'ai la certitude qu'aujourd'hui, il peut y avoir de la place pour nos enfants. Aujourd'hui, nos enfants, quelle que soit leur formation, quelle que soit l'entreprise dans laquelle ils travaillent, aujourd'hui, ils commencent à regarder le Bénin. Ils commencent à regarder les opportunités par rapport à leur pays. C'était pas le cas il y a 10 ans, c'était pas le cas il y a 15 ans, c'était pas le cas il y a 20 ans. Il y a 10, 15, 20 ans, lorsque vous dites à vos amis, à vos parents, que vous voulez rentrer au Bénin travailler, vous prenez pour un fou. Et d'ailleurs, quand j'ai voulu rentrer au Bénin, on me prenait pour un fou. Aujourd'hui, tout le monde veut rentrer au Bénin. C'est une chance extraordinaire d'être chez soi. C'est une chance extraordinaire de pouvoir travailler pour son pays. Mais pour cela, il faut mettre en place les infrastructures. Il faut mettre en place des conditions. Et je pense que aujourd'hui, les conditions sont en train d'être mises progressivement et de plus en plus de jeunes ont foi à notre pays. Maintenant, ces jeunes, il faut qu'ils aient beaucoup d'humilité, qu'ils ne regardent pas les gens de haut, qu'ils ne considèrent pas qu'ils sont dans une chasse gardée. Il faut qu'ils fassent attention, parce que ceux qui sont là, qui vivent là, qui sont nés ici, qui n'ont pas eu la chance de partir, on a besoin d'eux pour ensemble construire notre pays. Et je crois que c'est ce brassage de toutes ces entités qui fera que notre pays sera un grand pays. Et je suis sûr que on parlera encore très très longtemps de notre pays, du Bénin. Absolument. Et je suis aussi, comme vous le savez, en grande partie, puisque je me suis marié à une béninoise, mais en béninois aussi, votre père de mon père. Exactement. J'ai aujourd'hui beaucoup de fierté de parler du Bénin, et j'ai beaucoup de fierté d'entendre des Sénégalais, puisque je suis en partie sénégalais, des Ivoiriens et d'autres personnes de la sous-région de dire, mais comment est-ce que je peux devenir béninois? C'est extraordinaire. On n'aurait pas cru ça il y a 20 ans. Oui, mais vous savez, c'est tellement vrai que le Bénin, je crois qu'il y a le Rwanda aussi, je sais plus, fait partie des rares pays où on n'a pas besoin de visa quand on est africain pour venir au Bénin. Pour moi, c'est extraordinaire. Vous imaginez que il y a quelques semaines, j'étais allé faire une mission au Congo. Et dans le cadre de la mission, il fallait qu'on aille voir nos collègues entrepreneurs du Congo, Kinshasa. Mais parce que j'avais pas de visa, j'ai pas pu traverser. C'est 5 minutes de traverser. On prend la pirogue, on traverse en 5 minutes. En tant qu'Africain, en tant que Béninois, je n'ai pas été en mesure de traverser pour aller au Congo. L'Afrique. Pour moi, c'est une aberration. Ça n'a pas de sens. Il faut que nous puissions, entre Africains, commencer à travailler entre nous, commencer à se faire confiance et lever toutes les contraintes du visa. C'est ce que le Bénin a fait. Et c'est ce que le Bénin a mis en place. Et ça fait partie aussi des choses pour lesquelles il y a de quoi être fier du Bénin. On l'a fait. Excusez-moi. On peut pas dire qu'on est en sécurité. On ne peut pas dire qu'il y a une invasion d'étrangers, d'Africains au Bénin. Au contraire, plus il y en a, mieux on est content. Et en la matière,
comme je l'ai dit la dernière fois, nous avons adopté un principe complètement agnostique. Même dans les embauches, dans les recrutements au Bénin, on ne cherche pas à savoir si on est béninois. Ce que nous, on cherche, c'est la compétence. Que vous soyez sénégalais, burkinabé, rwandais, malien ou turc, ce que nous, on veut au Bénin, c'est des compétences. Et ça aussi, ça participe de l'esprit d'ouverture de notre pays. Et je pense que c'est comme ça que on devient un grand, grand pays. Excellent. Que représente cette entreprise sur le plan personnel pour vous? Oh, je pense que Top Chrono, c'est la plus belle chose en tant que entrepreneur que j'ai réalisé. Mais j'ai eu d'autres belles choses dans ma vie de père, dans ma vie d'époux, dans ma vie d'homme, tout simplement. Mais je crois vraiment qu'effectivement, j'ai cru en un projet, j'ai eu un rêve et j'ai réalisé ce rêve et je pense que je ne peux que m'en réjouir. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui écoute, un jeune ou un moins jeune, qui souhaiterait soit se lancer dans le même secteur, soit se lancer simplement dans l'entrepreneuriat? Alors, je n'ai pas la légitimité de donner des conseils. Pour moi, c'est toujours un peu prétentieux de se mettre dans une posture de donneur de leçons. Mais je peux dire aux jeunes que la jeunesse est capable du meilleur. La jeunesse est un espoir de créativité, un espoir d'imagination. La jeunesse est un espoir d'innovation. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'innovation. Il faut que nos jeunes osent. Il faut que nos jeunes regardent dans leur environnement et en fonction de ce qu'ils regardent, il faut qu'ils créent. Et plus ils vont regarder, plus ils auront tendance à créer. Et notre avenir est entre leurs mains. Ils ont une responsabilité sociétale, une responsabilité historique. Et c'est eux qui, demain, vont faire l'Afrique. Parce que je ne pense pas que le Bénin, je pense l'Afrique. Et l'Afrique a besoin de gagner. Qu'aimeriez-vous que l'on célèbre lors du 50e anniversaire? Je ne serai plus là. Mais je voudrais qu'on célèbre l'entrepreneuriat, tout simplement. Tout simplement. Si vous pouviez adresser un message à votre vous du premier jour, que diriez-vous maintenant? Régis, tu as essayé. Tu as essayé. J'ai essayé. Et tu as réussi. J'ai pas réussi. J'ai essayé. Régis Fassia, merci infiniment. C'est moi. Merci infiniment. Félicitations pour ces 30 années. Merci. Et vous savez, ça fait longtemps que je vous admire en tant que cadre de très haut niveau à l'époque, chez Xeros, me semble-t-il. Tout à fait. Et quand je venais voir tonton Moïse Messon et que vous étiez là, je me faisais le plaisir de vous serrer la main. Maintenant, je vous la serre en vrai. C'est moi qui me fais le plaisir de vous la serrer. Merci beaucoup. Merci, monsieur Acogny. Merci beaucoup. Merci infiniment. Tous mes vœux de succès et de continuation. Merci. Merci beaucoup.